Après cette vidéo, le chocolat n'aura plus aucun secret pour toi. On va tout retracer ensemble, ses origines, ses modes de fabrication, ses bienfaits, sa culture. Alors accroche-toi parce qu'on perd pas plus de temps. Il faut savoir que le chocolat a des origines très anciennes. C'est les Olmecs en moins 1500 avant Jésus-Christ qui vont créer le chocolat. Enfin créer, le mot est fort, ils vont le découvrir. Ce sont parmi les premiers à cultiver le cacaoyer et à consommer le cacao sous forme de boisson amère. Ça va être ensuite au tour des bien connus Mayas. Vers l'an 250-900 après Jésus-Christ, les Mayas considéraient le cacao comme un don des dieux. Ils préparaient une boisson appelée le Xolactlal, un mélange de pâte de cacao, d'eau, d'épices. Les Mayas utilisaient aussi le cacao en tant que monnaie d'échange. Pendant l'âge d'or aztèque, on adoptait également le cacao et on en faisait une boisson luxueuse et réservée à l'élite des guerriers. Selon la légende, les empereurs aztèques en buvaient une grande quantité pour ses propriétés aphrodisiaques et énergisantes. Et on reviendra sur ses propriétés car c'est très intéressant de découvrir ça. Pour l'instant, le chocolat et le cacao ne sont que sur un continent, l'Amérique du Sud. Ça va être au XVIe siècle que les premiers Européens vont découvrir le cacao. Ce sont les conquistadors espagnols menés par Hernán Cortés qui vont arriver en Amérique et qui vont découvrir le cacao. Ils vont ramener cette précieuse denrée en Espagne qui fut d'abord consommée sous la forme d'une boisson sucrée en ajoutant de la canne à sucre et des épices. Comme toutes les nouveautés qui se respectent, le chocolat va très rapidement devenir populaire dans les cours royales européennes. Les Français, les Italiens et les Anglais développèrent leurs propres recettes et leurs propres méthodes de fabrication. Les premières maisons de chocolat apparurent où l'on servait cette boisson exotique. Pendant la révolution industrielle, on va encore améliorer la production du chocolat en inventant la presse à chocolat. C'est le chimiste néerlandais Konrad van Houten, vous connaissez Van Houten, qui va l'inventer. Ce que ça va permettre, c'est tout simple, ça va permettre de séparer le beurre de cacao de la poudre de cacao. Car si vous ne le savez pas, la fève de cacao contient plusieurs matières, mais ça on va le voir dans la constitution de la fève. Ça va être cette invention majeure qui va permettre la création du chocolat en poudre, du chocolat chaud, etc. En 1875, Daniel Peter, un chocolatier suisse, a eu l'idée d'ajouter du lait en poudre au chocolat. En 1875, Daniel Peter, un chocolatier suisse, a eu l'idée d'ajouter du lait en poudre à son chocolat, créant ainsi le tout premier chocolat au lait. Cette innovation fut rendue possible grâce à l'invention du lait en poudre par Henri Nestlé. Au XXe siècle, le chocolat devient accessible à tous grâce à la production en masse et à l'innovation dans les techniques de fabrication. C'est ce qu'on va voir juste après dans les techniques de fabrication. À l'heure actuelle, tout le monde connaît le chocolat, tout le monde en mange, comme si c'était normal, alors qu'il faut se rappeler que le chocolat, c'est une matière très rare et très riche. Il y a de ça quelques siècles, pas tout le monde ne pouvait prétendre à manger du chocolat. Avant d'attaquer dans le cœur du sujet, la fabrication du chocolat, on va voir la composition du fruit du cacaolier, la cabosse. Elle est très simplement composée. Chaque cabosse contient environ 16 à 60 fèves de cacao. Pour obtenir ces fèves, il faut donc extraire le contenu de son fruit, ça s'appelle l'écabossage. Les fèves fraîches ont l'apparence de graines enveloppées d'une pulpe blanche et gluante. Il est appelé le mucilage. Mais toutefois, pour les conserver et pour fabriquer du chocolat, il va falloir provoquer une fermentation. Bon, maintenant qu'on a vu rapidement la composition de la cabosse, on va voir comment on fait du chocolat. Déjà, on va voir la méthode de fabrication traditionnelle, celle que les Aztèques utilisaient. Tout commence bien sûr par la récolte. L'écabossage, on l'a vu. Ensuite va se passer une étape de fermentation. Les fèves encore fraîches vont être placées dans des feuilles de bananier ou dans des boîtes pour fermenter plusieurs jours. Ce processus est crucial car il va développer les arômes du cacao. Ensuite, une fois cette période de fermentation effectuée, on va sécher les fèves. Elles sont étalées au soleil et cela va prendre 1 à 2 semaines suivant la maturité de la fève. On les retourne aussi régulièrement pour avoir un séchage uniforme. Ensuite, une fois les fèves bien sèches, on va effectuer une torréfaction. Et la torréfaction, elle a un double impact. Déjà, bien sûr, elle va développer les arômes en apportant ce léger goût torréfié et en amplifiant les saveurs en réduisant l'humidité. Et ensuite, l'intérêt double, c'est que ça va faciliter l'élimination de la coque des fèves. Une fois la torréfaction effectuée, on va broyer les fèves. C'est-à-dire qu'on va les passer dans la machine que notre ami néerlandais Van Houten a inventé. Bon, bien sûr, maintenant elle est plus moderne, mais à l'époque les Mayas les broyaient juste avec un mortier. Cette pâte va être ensuite mélangée avec de l'eau, des épices pour créer la fameuse boisson. D'ailleurs, les Aztèques mélangeaient ça avec des épices comme de la vanille, du piment ou des fleurs. C'était un petit peu leur shot énergétique de la journée, car vous allez voir que c'est extrêmement riche en nutriments. Et maintenant, la version moderne, elle n'a pas beaucoup changé. La seule chose qui a changé, c'est les quantités et les machines pour le faire. Par exemple, les cabossages, le nettoyage et la torréfaction sont faits dans une seule et même machine. Ensuite, on va venir concasser les fèves pour le séparer de l'enveloppe. On va ensuite chauffer et broyer cette pâte pour obtenir une texture lisse. Cette pâte, on va ensuite la presser pour séparer le beurre de cacao de la poudre de cacao. Le beurre de cacao, bien sûr, c'est l'ingrédient essentiel du chocolat. Plus vous aurez de beurre de cacao dans votre chocolat, plus ce sera un chocolat de bonne qualité et plus il sera malléable à travailler. Ensuite, pour faire du chocolat normal, vient la phase de mélange. On va mélanger la pâte de cacao, le beurre de cacao, du sucre s'il y en a, du chocolat, de la poudre de lait s'il y en a, du lait en poudre, et on va ensuite obtenir la pâte de chocolat. Mais elle n'est pas tout à fait prête à être mangée. Attention. Parce que oui,
notre pâte elle est molle. Et rappelez-vous, le chocolat c'est dur. Alors comment on va faire pour passer d'une pâte molle à un chocolat qui est dur? Et là, attention, on va rentrer dans le côté technologique du beurre de cacao. Mais vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est super intéressant. Et pour comprendre comment on va passer d'une pâte qui est molle à une pâte qui est dure, il faut comprendre la composition du chocolat. Je vous la rappelle, la pâte de cacao obtenue en broyant les fèves de cacao, le beurre de cacao, la matière grasse extraite des fèves de cacao, le sucre, la léchitine qui est un émulsifiant qui aide à maintenir et à mélanger les ingrédients ensemble. Et parfois il peut avoir des arômes de vanille ou autre. Et ce qui va nous aider à obtenir cette cristallisation, c'est le beurre de cacao. C'est la clé de la cristallisation du chocolat. Il est composé de triglycérides, ce sont des molécules de glycérine liées à 3 acides gras. Le beurre de cacao, il a la particularité d'être polymorphe, ce qui signifie que suivant les températures où il va évoluer, il obtiendra plusieurs formes différentes. Pour rester très simple, par exemple, la forme 1 va fondre environ à 17 degrés et elle est très instable. La forme 2 du cacao va fondre à environ 21 degrés et elle est instable. La forme 3 va fondre elle à 26 degrés et elle est aussi instable. La forme 4, elle va fondre à 28 degrés. Elle n'est pas idéale pour le chocolat, mais elle est stable. La forme 5 qui va fondre environ à 34 degrés, c'est la forme idéale pour le chocolat. Elle donne un aspect brillant et une texture lisse. Et enfin la forme 6 qui est la meilleure, qui fond environ à 36 degrés. Elle est extrêmement stable, mais elle prend énormément de temps à se former, donc on va s'en passer. Ça, ce cours là, c'est pour le premier tempérage du chocolat, mais ça sera toujours ce principe là quand vous devrez faire une mise au point de chocolat. Donc retenez bien, c'est intéressant. La première étape du processus de cristallisation, bien sûr, c'est la fonte. Tous les cristaux de beurre de cacao sont fondus. Pour vraiment être optimisé dans la fonte des cristaux de beurre de cacao, je vous conseille de le faire fondre au moins 4 heures. Parce qu'il arrive que parfois, si vous faites fondre votre chocolat trop vite, certes, il sera liquide, mais tous les cristaux ne seront pas fondus. Et ça va compromettre votre mise au point du chocolat. Ensuite, la phase 2, l'étape clé, le refroidissement. Les molécules de beurre de cacao qui étaient alors fondues vont commencer à se réorganiser pour former de nouveaux cristaux. La vitesse de refroidissement est cruciale. Un refroidissement trop rapide va entraîner la formation de cristaux instables. Tandis qu'un refroidissement trop lent va prendre tout simplement trop de temps. Et rappelez-vous, le temps, c'est de l'argent. Donc il faut trouver un juste milieu entre vitesse et efficacité. C'est pour ça que bien souvent, pour mettre au point du chocolat, on va utiliser un tablage. C'est-à-dire qu'on va étaler le chocolat sur une surface froide, comme un marbre. Le marbre étant froid, il va transmettre son froid au chocolat. En refroidissant, bien sûr, ça va favoriser la formation des cristaux 5, ce qu'on veut. Donc si on résume, on fait chauffer pour faire fondre toutes les molécules de gras, aux alentours de 45 à 55 degrés pour du chocolat noir. Ensuite, on va faire fondre ce chocolat à une température plus basse, environ 27-28 degrés. Bien sûr, ça dépend du chocolat, vous devrez regarder l'étiquette. Et à cette température-là, ça va permettre la formation des cristaux 5, les fameux cristaux dont on a besoin pour faire notre cristallisation. Enfin, on va réchauffer légèrement le chocolat vers 31-32 degrés pour éliminer les cristaux indésirables et garder seulement les cristaux de forme simple. Attention à ne pas faire réchauffer trop votre chocolat, sinon vous allez perdre tous vos cristaux. Une fois le réchauffage correctement effectué, vous allez les verser dans votre moule et ils sont prêts à l'emploi. Le chocolat va ensuite passer par un processus de refroidissement complet à 10-15 degrés. Et si votre mise au point a été bien effectuée, les cristaux 5 vont alors se développer dans tout le chocolat et il va se solidifier complètement, passant d'un état pâteux à un état dur. Les industriels mettent toujours au point leur chocolat pour le vendre, que ce soit sous forme de tablettes, bonbons chocolatés, etc. Mais quand vous allez l'utiliser vous en laboratoire, c'est super important de refaire une mise au point. Parce que si vous ne faites pas de mise au point, déjà vous ne pourrez pas démouler vos chocolats. Parce qu'une particularité du chocolat quand il va refroidir, qu'il est bien mis au point, c'est qu'il va se rétracter. C'est-à-dire qu'il va prendre moins de place, facilitant grandement son démoulage. Si vous ne mettez pas au point votre chocolat, il ne sera pas brillant. Bien sûr, ça ne fait pas tout. Pour avoir un chocolat brillant, il faut avoir des moules extrêmement propres. Je vous conseille de les nettoyer au coton-tige. Pire encore, si vous ne faites pas de mise au point, vous aurez une texture granuleuse, molle de votre chocolat et c'est très désagréable. C'était un petit peu le côté technique, mais c'est intéressant et c'est surtout bon pour votre culture. On va faire un petit point côté nutritionnel sur le chocolat noir. Et oui, seulement chocolat noir parce que si vous mangez du chocolat pour votre bonne santé, vous devez manger du chocolat noir. Chocolat au lait ou blanc, c'est pour les petits plaisirs, mais ça vous apportera pas grand chose, hormis du diabète. Déjà, faut savoir quand même que le chocolat noir est assez calorique. C'est l'un des plus caloriques avec environ 500 à 600 calories pour 100 grammes. Pour un chocolat noir, on tourne aux alentours des 25 à 30 grammes de sucre. Assez riche en fibres avec environ 11 grammes, 7 grammes de protéines et 43 grammes de lipides. Les lipides, c'est le gras. Et pour un chocolat de bonne qualité, le gras, ce sera essentiellement du beurre de cacao. Et pour un chocolat de moins bonne qualité comme Lindt, Kinder, ce sera beaucoup de margarine. Et ces acides gras végétals, ils sont très mauvais pour la santé, c'est à proscrire. Côté nutriments et minéraux, c'est extrêmement riche dans des super bons minéraux que nous avons besoin. Fer, magnésium, zinc. Déjà rien que ces 3 minéraux, nous sommes carencés pour la majorité. Donc pour votre bonne santé, n'hésitez pas du tout à manger 1 à 2 carrés de chocolat par jour, c'est super bon. Dans le chocolat, on va retrouver du cuivre aussi, du manganèse et du potassium. Et côté vitamines, ce qu'on va retrouver, c'est beaucoup de vitamine K, qui est aussi bien sûr nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Mais ce n'est pas tout, dans le chocolat, on va aussi retrouver des flavonoïdes. Alors c'est un mot très compliqué pour tout simplement dire que ce sont des antioxydants. Et les antioxydants, Dieu sait que notre corps en a besoin. Ça l'empêche de vieillir, ça régénère les cellules, ça prémunit des cancers et d'autres maladies extrêmement dangereuses. Donc franchement, il vous faut des antioxydants. Et les flavonoïdes sont l'un des meilleurs antioxydants qui existent.